Bonjour tout le monde. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour réfléchir ensemble sur les épreuves anticipées de philosophie et notamment sur les épreuves qui concernent de la série L, aussi entre 6 et 4 selon que l'on soit en L2 ou en L1. Donc l'idée c'est précisément de voir les questions qui ont été adressées aux candidats et de voir avec eux certainement les méthodes qu'il fallait utiliser pour examiner les questions qui leur avaient été soumises. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que nous avons traversé une année assez compliquée avec notamment l'épidémie du coronavirus qui a profondément perturbé le dispositif scolaire qui avait été mis en place. Mais que par la suite, il y a eu des cours qui ont été faits il y a de cela quelques semaines, bien entendu encore dans des conditions assez difficiles, et les candidats ont été invités à réfléchir comme d'habitude sur 3 sujets au choix au baccalauréat. Alors, le premier sujet s'interroge. Je dois répondre. On va continuer pour ça? Donc, juste une petite interruption. Nous étions dans la dynamique de l'examen des épreuves qui avaient été proposées au baccalauréat en philosophie et il y a de cela quelques jours ou quelques semaines. Les candidats avaient été invités à se pencher sur 3 sujets, évidemment pas tous les 3 sujets en même temps, 3 sujets au choix. Pour les séries L, le premier sujet s'interrogeait sur la philosophie comme élément qui délivre l'homme de ses angoisses profondes. Donc, nous avons ici un sujet assez intéressant qui montre que la philosophie se donne pour mission, entre autres, de délivrer l'homme de ses inquiétudes profondes. Alors, on part certainement de l'hypothèse que l'existence de l'homme est toujours traversée par un certain nombre d'inquiétudes, par un certain nombre d'angoisses, que l'homme ne peut pas vivre sans faire face à des problèmes de type existentiel, par exemple. Donc, nous sommes toujours exposés à des difficultés, nous sommes toujours exposés à des problèmes. Il y a des questions auxquelles nous pouvons apporter des réponses. Il y a des questions qui échappent à notre compétence à trouver des solutions. Voilà qui fait, par exemple, que chez les stoïciens, il y a des choses qui dépendent de l'homme, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. Et Platon considérait depuis longtemps que la philosophie est fille de l'étonnement. Donc, on ne peut pas philosopher dans un espace où il n'y a pas inquiétude, où il n'y a pas étonnement. S'il n'y avait pas la mort, la maladie et la misère, la philosophie n'existerait pas. Et cela montre évidemment que la philosophie se nourrit d'un certain nombre de situations limites, pour parler comme Karl Jaspers. Donc, l'homme est exposé à une situation difficile, l'homme est exposé à un certain nombre de difficultés. Et face à ces difficultés, la philosophie cherche à apporter une réponse. Donc, partir de l'hypothèse que la vie de l'homme est une vie qui est toujours traversée par des difficultés, la vie de l'homme est toujours traversée par des problèmes qui sont des problèmes matériels ou des problèmes immatériels, mais nous sommes toujours exposés à des problèmes et la philosophie propose, si vous voulez, une solution, une façon de faire face à ces difficultés. Et on le voit déjà depuis l'Antiquité, un certain nombre de philosophes avaient mis en place des écoles pour aider les hommes à surmonter un certain nombre de problèmes existentiels qui les agitaient. Chez les stoïciens, on part de l'hypothèse qu'il existe une raison qui gouvernerait le monde et qui serait à l'origine des événements qui se produisent dans l'univers. Et que l'homme est quelqu'un qui devrait travailler dans le sens de savoir qu'il y a des choses qui dépendent de lui, comme nous l'avions dit tantôt, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. Et par rapport aux choses qui ne dépendent pas de lui, accepter le destin comme tel. C'est pourquoi Zénon de Citium, qui est un grand stoïcien, affirmait que absciens-toi et supporte. Marc Aurèle ajoutait à tout ce qui t'arrive, quelque dur que cela te paraisse, soumets-toi de bon gré comme quelque chose qui a pour résultat la santé du monde
car Zeus ne nous l'eût point envoyé s'il n'y eût vu l'intérêt de l'univers tout entier. Donc, cela montre évidemment que l'homme est soumis à des difficultés et par rapport à ces difficultés, quel est le comportement qu'il faut adopter pour accéder à ce que ces philosophes appelaient l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous avons le coronavirus, entre autres, qui constitue une source d'angoisse pour l'homme, et la philosophie peut interroger évidemment la posture de l'homme par rapport à cette pathologie. Quelle posture l'homme doit adopter par rapport à cette pathologie? Est-ce que nous devons nous laisser complètement abattre par cette pathologie ou est-ce que l'homme doit se battre pour faire face? Quel est le choix que l'homme doit adopter devant un problème de ce genre? Est-ce que ce problème ne charrie pas d'autres types de difficultés qui sont de nature immatérielle, de nature métaphysique, de nature existentielle, que l'homme devrait identifier, que l'homme devrait clarifier et que l'homme devrait engager dans le cadre de la réflexion? Donc, on se rend compte que la philosophie, de ce point de vue-là, nous permet d'engager des réflexions par rapport à un certain nombre de problèmes qui traversent l'existence humaine. Maintenant, est-ce que la philosophie apporte des solutions qui sont les meilleures? Donc, on se rend compte à partir de ce moment-là qu'à côté de la philosophie, il y a d'autres voies qui peuvent être arpentées par l'homme pour trouver des solutions. Il en est ainsi de la science, parce qu'on le sait aujourd'hui, par rapport à la pandémie, la philosophie essaie de comprendre, de clarifier, d'aider l'homme à se poser certaines questions de type métaphysique, parce qu'il n'y a pas seulement que la question matérielle, il y a des dimensions immatérielles. Et quand il s'agit d'apporter, par exemple, des solutions de façon expérimentale avec les vaccins, avec les médicaments, etc., l'homme fait recours à la science. L'homme peut faire recours à la religion. Donc, montrer évidemment qu'à côté de la philosophie, l'homme peut faire recours à d'autres structures qui lui permettent d'apporter des réponses aux angoisses qui le traversent. Dans tous les cas, on le voit, l'homme n'est pas quelqu'un qui reste les bras croisés devant un certain nombre de problèmes qui se produisent dans son environnement. L'homme est sommé de faire face, de comprendre, de trouver des solutions. Et donc, là, on se rend compte que ça soit la philosophie, la science, la religion, etc., vous avez plusieurs manifestations de la culture et du génie humain qui sont mobilisées pour faire face au caractère absurde de l'existence. Alors, nous tombons ici dans le cadre de la philosophie de l'absurde développée par Albert Camus, qui montre évidemment que le rapport entre l'homme et le monde est un rapport plus ou moins absurde. L'homme cherche à connaître et le monde refuse de se faire connaître. Et donc, il y a comme une sorte de mur absurde, pour parler comme Camus, entre l'homme et la nature. Et c'est cette absurdité-là qui crée une certaine angoisse, mais qui en même temps pousse l'homme à miser sur son génie, à miser sur sa raison, à miser sur ses compétences pour essayer de surmonter ce mur absurde qui enveloppe ou qui constitue une barrière dans son rapport avec la nature. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de mettre l'accent sur le fait que l'homme vit dans un univers avec un certain nombre de problèmes qui le traversent et que l'homme ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'il mène le combat contre cette absurdité de la nature. Il faut qu'il se serve de la philosophie qui peut constituer un instrument, qui peut constituer un support par lequel l'homme essaie de lutter contre ce caractère absurde de l'existence, lutter contre un certain nombre d'inquiétudes qui le traversent, mais en même temps montrer qu'il n'y a pas seulement que la philosophie comme support que l'homme peut utiliser, l'homme peut faire recours à la science, l'homme peut faire recours à la technique, l'homme peut faire recours à la religion, il peut faire même recours au mythe et à la magie pour faire face à un certain nombre de problèmes qui se posent à lui. Deuxième chose qu'il faut examiner, c'est la question de l'État. L'idée, c'est de voir est-ce que l'État peut ne pas prendre parti. Donc, la question qui est posée, c'est la question de la neutralité ou de l'impartialité de l'État. Est-ce que l'État peut être complètement neutre, donc en étant au service exclusif des citoyens? Il faut bien voir que dans une république que l'on appelle la chose de tous, ou dans une démocratie qui est le pouvoir du peuple, naturellement, l'État fait preuve d'une certaine impartialité, d'une certaine neutralité en étant au service des citoyens. Donc, l'État, de ce point de vue-là, ne fait que répondre aux besoins et aux intérêts des citoyens, ainsi que Rousseau le pensait, ainsi que Montesquieu le pensait, respectivement dans le contrat social et dans l'esprit des lois. Spinoza aussi s'inscrit dans cette perspective en considérant que l'État, dans une certaine mesure, doit être au service des intérêts des gouvernés. Donc, dans le cas d'espèce, il y a une sorte d'équidistance de l'État par rapport aux différents gouvernés, par rapport aux différents citoyens. L'État serait au service des citoyens
à partir d'un pôle qui le mettrait dans un dispositif de neutralité, dans un dispositif d'impartialité, et l'État serait à équidistance des différents citoyens qui se mobilisent au niveau de son espace qu'il peut aller. L'État serait au service des citoyens et il y aurait une certaine équité, c'est important la notion d'équité ici, une certaine équité qui caractériserait l'État. Donc, on peut considérer dans un système démocratique véritable que dans un système républicain véritable, l'État serait accompagné de ces notions d'équité, des notions de neutralité, des notions d'impartialité et travaillerait essentiellement dans le sens de prendre en charge les attentes, les besoins, les préoccupations des citoyens. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce que cela n'est pas au fond un idéal? Est-ce qu'en réalité, l'État a les moyens d'être impartial, d'être neutre, de ne pas être au service de certains lobbies, de ne pas être au service de certaines forces? Et donc, à partir de ce moment-là, l'État sort de l'idéal d'équité. Donc, l'idéal d'équité ou l'éthique de l'équité risque d'être un problème lorsque l'État est contraint par des forces qui peuvent être des forces économiques, qui peuvent être des forces politiques, donc des forces diverses qui peuvent exister et qui peuvent exercer une influence sur l'État. Donc, à partir de ce moment-là, l'État ne pourrait pas garder sa neutralité, l'État ne pourrait pas garder son impartialité, et à partir de ce moment-là, il va être absolument difficile de parler de démocratie ou de parler de république, parce que ce n'est plus la chose de tous, ce n'est plus le pouvoir du peuple, mais ça va être le pouvoir de certains groupes, le pouvoir de certains individus qui exercent une domination sur d'autres individus. Et c'est pourquoi, évidemment, certains penseurs ont considéré que la démocratie ne serait qu'un idéal, parce que dans la réalité des faits, on se rend compte que dans le fonctionnement de l'État, cette impartialité, cette équité pose problème, constitue plutôt des idéaux, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a des groupes qui peuvent exercer une certaine pression sur l'État, dans le sens d'infléchir les options de l'État conformément à leurs intérêts particuliers ou leurs intérêts individuels. Donc, ça pose problème dans le fonctionnement de nos démocraties. Et c'est pourquoi certains ont considéré qu'il faut écrire démocratie toujours avec des griffes, donc mettre démocratie entre guillemets. C'est ce que pense quelqu'un comme Jacques Rancière, qui, dans Haine de la démocratie, considère que la démocratie, véritablement, n'est qu'un idéal. Et que cet idéal ou cette promesse tenue par la démocratie n'est jamais respectée. Donc, elle ne tient jamais tous les principes que la démocratie ne devrait respecter ne le sont pas lorsque l'État fonctionne dans la réalité. Donc voilà des choses normalement que l'élève peut régler parce que son enseignant a insisté sur ces différents aspects dans son cours. Dernier élément, peut-être ici, c'est le texte. Le texte nous invite à réfléchir sur la question de l'art en mettant essentiellement l'accent sur le rapport entre l'individu et les choses, en fait. En réalité, nous pouvons observer la même chose et ne pas lui donner le même contenu. Et je crois que l'auteur donne des exemples dans son texte. Nous pouvons regarder un arbre selon qu'on est de telle ou telle autre profession, de telle ou telle autre activité. On peut apercevoir des choses qui peuvent être différentes. Différent maintenant de celui qui ne s'intéresse qu'à la dimension esthétique. Donc, qui ne donne pas à la chose une certaine fonctionnalité, une certaine utilité, mais se contente simplement de l'observer de façon gratuite. Et donc, ce serait dans une situation purement artistique, purement esthétique. Donc, qui suppose en fait que ici, l'art ne devrait pas être rapporté à une fonction, à une utilité, mais plutôt à quelque chose qui réfère à un désintéressement. Donc, le plaisir d'observer, donner à la chose un certain contenu esthétique et non pas une fonction, une utilité, comme le ferait quelqu'un qui peut être un bûcheron et qui s'intéresse à l'arbre parce qu'il a besoin de bois, quelqu'un qui peut être un guérisseur qui s'intéresse à l'arbre parce qu'il a besoin de racines, il a besoin d'écorces d'arbres, il a besoin de feuilles, il travaillerait avec. Alors quelqu'un qui l'observe simplement pour sa beauté, qui ne s'intéresse à aucune fonctionnalité de l'arbre et qui ne s'intéresse plutôt qu'à sa dimension esthétique, alors à ce moment-là, l'arbre aurait une toute autre signification.
Donc, finalement, on aurait un rapport entre l'individu et le monde, et nous observons le monde différemment. Certains s'intéressent au monde parce qu'il y a une utilité, il y a une fonction. D'autres s'intéressent au monde parce qu'ils lui jettent un regard essentiellement esthétique. Il en est ainsi, par exemple, du coucher du soleil. Il en est ainsi de différentes manifestations de la nature qui peuvent avoir une dimension esthétique, mais si et seulement si notre rapport à la chose est un rapport désintéressé. Dès que nous posons la chose, donc le rapport en fonction d'intérêt, en fonction d'utilité, nous sortons du cadre esthétique, nous sommes dans un autre espace qui est l'espace d'un métier, qui est l'espace d'un intérêt particulier que nous avons par rapport à la chose. Mais lorsqu'il n'y a plus aucun intérêt, lorsque c'est complètement désintéressé, c'est simplement pour le plaisir que j'observe cette chose. À part de ce moment-là, je suis dans la dimension essentiellement esthétique. Donc, c'est cela qu'il fallait voir maintenant, évidemment, dans la partie discussion, parce que c'est cela qu'on dit bien aux candidats d'expliquer et de discuter le texte. Dans sa partie discussion, le candidat pourrait montrer, évidemment, que l'utilité, l'intérêt n'exclut pas d'une certaine manière l'esthétique et que la dimension esthétique peut avoir aussi une dimension utilitaire, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et ça, on peut parfaitement le défendre en montrant évidemment que l'art peut ne pas être désintéressé, l'art peut être au service de. Et c'est tout un débat, par exemple, dans le cadre de la littérature, entre ceux-là qui pensent que l'art doit être complètement désintéressé, que la littérature doit être complètement désintéressée, et d'autres qui pensent que la littérature doit être au service d'une cause. Et la cause, c'est, par exemple, la lutte contre les inégalités, la lutte contre les injustices, la lutte contre l'inéquité, etc. Donc, que ça doit être au service de quelque chose, au service d'une certaine cause, au service d'un certain idéal, au service de principes qui peuvent être des principes généraux défendant essentiellement la cause de l'humanisme, par exemple. Voilà, donc voilà globalement les différents sujets qui ont été proposés pour les CENI et voilà comment il faut les examiner en se référant d'ailleurs à la commission qui a proposé une trame pour prendre en charge ces sujets-là. Mais l'autre aspect que je voudrais dire avant de terminer cette affaire, c'est que au fond, la logique argumentative constitue aussi un élément important lorsqu'il s'agit d'examiner un sujet de philosophie. Beaucoup de candidats vous diront que, bon, moi, je crois avoir bien appris ma leçon, mais ça n'a pas bien marché pour moi. Oui, il y a la leçon qui peut être maîtrisée, mais il y a le sujet qui doit être investi. Donc, investir le sujet avec des arguments, avec une expression aussi qui soit une bonne expression, que l'on se donne des objectifs et que l'on travaille dans le sens de réaliser ces objectifs. Donc, comme a dit quelqu'un, il faut partir du sujet vers les cahiers et non pas des cahiers vers le sujet. Parce que si on part des cahiers vers le sujet, ça veut dire qu'on prend une leçon qu'on a apprise certainement par cœur et qu'on cherche simplement à réciter. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de partir des sujets eux-mêmes, d'interroger les sujets, de voir les concepts clés qui composent le sujet et de mettre en place une démarche argumentative qui permet de prendre en charge les à dire. Et nous terminons par souhaiter bonne chance à tous les candidats. L'IAM est à votre disposition. L'IAM continue à vous accompagner et l'IAM va mettre en place le même dispositif pour les autres épreuves. Il faut simplement savoir que la plateforme de l'IAM est ouverte à tous les candidats et que de façon virtuelle, vous pouvez contacter l'IAM. Je crois que les liens sont là, les adresses sont là. Il y a possibilité de contacter l'IAM, mais de façon physique aussi. Rien n'interdit aux candidats de venir directement à l'IAM, de poser leurs préoccupations et vous verrez qu'il y aura une équipe qui va vous accompagner pour chercher avec vous des solutions à vos préoccupations. Merci et bonne chance. Mm-hmm.